On enchaîne là-dessus ou tu veux faire... On fait ça rapidement. Alors, on voulait quand même vous dire un mot, parce qu'évidemment, c'est très large, hein, la thrombose veineuse à traiter en une matinée, mais parce qu'on peut vous poser la question, quels sont les examens à visée étiologique à réaliser devant un événement thromboembolique veineux? Vous allez voir, c'est rapide. La thrombophilie constitutionnelle, donc un petit cas clinique, un homme de 32 ans qui est informaticien, qui consulte pour la recherche de facteurs biologiques prédisposant à la maladie veineuse thromboembolique, 1,80 m, 74 kg. Il a eu une embolie pulmonaire 6 mois auparavant, il a eu au décours d'un voyage en avion au Japon. Il était traité par rivaroxaban 15 mg x 2 pendant 21 jours, puis 20 mg par jour, qu'il prenait le matin au petit déjeuner. Et quand on reprend ses antécédents personnels, il a déjà fait 2 autres événements thromboemboliques veineux, et notamment des TVP distales, dont une avec un facteur déclenchant une immobilisation pour entorse à 26 et 31 ans. Dans la famille, il y a un père qui a présenté une thrombose veineuse profonde avant 40 ans, après une chirurgie du genou. Ce patient, lui prescrivez-vous un bilan de thrombophilie? Oui, non, et si oui, lequel? Qui prescrit antithrombine, protéine C, protéine S? Qui prescrit une recherche de résistance à la protéine C activée? Qui prescrit une recherche des polymorphismes des facteurs 2 et 5? Qui prescrit une recherche d'anticoagulants lupiques? Qui prescrit la recherche d'anticorps anticardiolipines et anti-bêta-2-GP1? Qui prescrit rien? Ouais. Alors, est-ce que, en ayant relu la diapo, il y a des gens qui prescrivent rien du tout? Ouais, mais honnêtement, ça se discute. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Parce que de rechercher une thrombophilie biologique chez un homme, lui, a priori, il va avoir un traitement au long cours, hein. On est d'accord, il a quand même une maladie veineuse thromboembolique récidivante. Est-ce que ça va changer de savoir s'il a un facteur 5 Leiden ou un 2? Comment? Pour sa famille, ça se discute. Mais en tout cas, pris isolément comme ça, ce n'est pas complètement faux de dire « moi, je ne prescris rien ». Je suis assez d'accord. Toujours est-il que ce patient a eu un bilan de thrombose, comme on aime à dire. Voilà les résultats. TP 48%, TCA 24, fibrinogène 3,50 g par litre, antithrombine 93, protéine C 84 en activité anticoagulante, protéine S activité anticoagulante 109 et pas de absence des polymorphismes des facteurs 2 et 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce qu'on ne peut rien interpréter du tout? Enfin, on ne peut pas. Dans ce cas-là, on ne peut pas. Quoi d'autre? Il manque. Donc, il manque la biologie antiphospholipide. Ah oui, c'est bon. Mm. Donc ça, vous avez répondu. Une question. On oublie. Ouais, on oublie. En pratique, on oublie. C'est comme tout, voilà, sauf. Voilà, avec un phénotype particulier, qui a des antécédents dans la famille très jeune. Enfin, c'est un peu écrit sur sa tête souvent. Plus souvent, il le sait déjà. Voilà les résultats. Donc, comme vous l'avez fort bien dit, le traitement par rivaroxaban interfère avec différents tests d'hémostase qui ont été présentés ici. Donc, vous voyez qu'après 7 jours après l'arrêt du rivaroxaban, le TP est maintenant à 96%, le TCA à 1,02, le fibrinogène n'a quasiment pas bougé, l'antithrombine n'a pas bougé,
La protéine C, activité anticoagulante, qui jusque-là semblait normale, présente finalement un déficit qui a été exploré par une activité amylolytique qui est diminuée dans les mêmes proportions et un antigène qui est diminué dans les mêmes proportions et une activité anticoagulante de la protéine S qui était à 109 et qui est maintenant à 75. Évidemment, on n'a pas refait les polymorphismes puisque c'est de la biologie moléculaire et que par définition, ce n'était pas impacté. Qu'est-ce que vous en pensez? On a peut-être bien fait de faire le bilan de thrombophilie chez ce patient et il a probablement un déficit en protéine C de type 1. Tout ça pour dire que le bilan, la recherche de facteurs biologiques prédisposant à la thrombose veineuse, ça repose sur plusieurs grandes classes de recherche. Les facteurs de risque acquis, on l'a très bien dit tout à l'heure, la biologie antiphospholipides, éventuellement dans certains contextes, la recherche de syndrome myéloprolifératif, l'HPN, on peut citer plein de choses sur le plan biologique, évidemment. Les facteurs de risque mixtes, donc l'hyperhomocystéinémie, ça a été dit tout à l'heure, c'est un fond génétique souvent aggravé par une carence vitaminique, par exemple. Les taux élevés de facteur 8, c'est pareil, fond génétique plus syndrome inflammatoire, plus quelque chose qui augmente le facteur 8, lésion endothéliale. Et ici, les facteurs de risque constitutionnels, on l'a vu, le déficit en antithrombine protéine C, protéine S, la mutation du 2 et du 5, et dans certains cas beaucoup plus rares, les dysfibrinogénésies. Tout ça, ça crée un état d'hypercoagulabilité. Comment? Eh bien, soit en augmentant la fonction, vous voyez ici des facteurs qui sont procoagulants, le facteur 5 Leiden, qui est lié donc à une mutation qui empêche le clivage du facteur 5 par la protéine C activée. C'est pour ça que ça peut aussi être la recherche de protéine C la recherche de résistance à la protéine C activée, ce qui était noté dans les diapos précédentes. C'est la même chose grosso modo, si ce n'est qu'on ne fait quasiment plus la recherche de résistance à la protéine C activée. Parce que c'est un test qui est sensible. En pratique, il n'est pas nécessaire de faire une recherche de Et il y a d'autres causes de résistance acquise à la... Enfin, le polymorphisme du facteur 2, c'est une mutation dans la région qui précède le gène et qui va augmenter la transcription, donc avec des taux élevés, plus élevés de facteur 2. Et les taux élevés de facteur 8, on en a parlé, la dysfibrinogénémie. Et à côté de tout ça, on a des mutations qui vont affecter les inhibiteurs naturels de la coagulation. Et dans ce cas, c'est associé à une perte de fonction. C'est pour ça qu'on a une augmentation du risque thrombotique. Et c'est le cas dans le déficit en antithrombine, protéine C ou protéine S. Chez les patients qui ont présenté un événement thrombotique, on a une répartition différente en fonction de l'âge et de la découverte d'une thrombophilie. Vous voyez ici que chez ces 1500 patients, une thrombophilie héréditaire était plus fréquemment trouvée chez les patients jeunes. Pareil pour les facteurs 8, si ce n'est que, évidemment, quand on vieillit, on est plus inflammatoire et donc on a des taux plus élevés de facteur 8. C'est la même chose pour les déficits en inhibiteurs, beaucoup plus fréquents chez les patients jeunes. Et c'est la même chose pour le facteur 5 et le facteur 2 qui, lui, est quand même plus constant au cours de l'évolution de l'âge. Quand est-ce qu'il faut rechercher une thrombophilie? Ça, c'est les recommandations éditées par la Société de pneumologie de langue française et la Société française de médecine vasculaire. Donc, 1, la recherche de cancer. Oui, enfin non, si c'est juste un premier épisode de maladie veineuse thromboembolique avec un facteur majeur transitoire, typiquement l'embolie pulmonaire post-opératoire, on ne va pas appliquer de dépistage de cancer chez ces patients-là. En revanche, chez les patients qui ont un premier épisode de maladie veineuse thromboembolique non provoquée, eh bien, on va faire au moins un examen physique qu'on va répéter à 6 mois. C'est pour ça qu'il faut recevoir ces patients en consultation et les examiner. On peut proposer une imagerie thoracique, un hémogramme et une mesure de la calcémie. Et on va bien sûr mettre à jour tous les dépistages qui sont recommandés pour l'âge en population générale, donc le frottis, la mammo, le PSA.
Et chez les patients qui présentent une récidive de maladie veineuse thromboembolique alors qu'ils sont traités par anticoagulants, alors là, on va faire une recherche active de cancer et c'est là qu'on va sortir tout l'arsenal, le JAK2, le scanner thoracoabdominopelvien ou le PET scanner et bien sûr réexaminer des cheveux aux orteils les patients. Le syndrome des anticorps antiphospholipides, on va le rechercher en cas de premier épisode de maladie veineuse thromboembolique non provoquée ou alors chez un patient qui présenterait une thrombose de site inhabituelle dans le territoire splanchnique, le membre supérieur, thrombose cérébrale, ou alors des patients qui présentent une récidive des événements thrombotiques. Et la thrombophilie constitutionnelle, on va la limiter aux patients qui présentent un premier épisode avant 50 ans et des antécédents au premier degré, ou alors des patients qui n'ont pas forcément d'antécédents familiaux, mais qui vont présenter une maladie veineuse thromboembolique récidivante. Et bien sûr, on garde, mais c'est des patients rares, ceux qui présentent des thromboses veineuses de site inhabituels. Ça, vous le lirez. C'est juste pour dire qu'il y a des thrombophilies fréquentes qui ont un faible risque et des thrombophilies rares qui, elles, ont un fort risque d'événements thrombotiques. Ça, on peut peut-être passer, non. Grosso modo, il faut bien explorer vos patients. C'est des tests fonctionnels qui permettent c'est des tests de coagulation, enfin fonctionnels pour l'antithrombine et de coagulation pour la protéine C et la protéine S. Il ne faut pas se limiter à l'activité amylolytique pour la protéine C. Ça, vous le lirez, hein, vous le lirez tranquillement. Ce n'est pas la peine de le détailler. Il faut bien retenir, c'est qu'il faut mesurer en première intention l'activité des protéines, les déficits et qualitatifs et quantitatifs, hein, donc en première intention, mais attention de bien signaler sur le bilan la prise d'un anticoagulant et lequel, et pas essayer de faire le ménage vous-même en disant ah oui, mais l'anticoagulant, ça ne marche pas, donc je ne vais pas le demander, mais je vais faire la protéine C, etc. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que nos réactifs contiennent des inhibiteurs, par exemple de l'héparine, peuvent contenir des inhibiteurs de l'héparine, etc. Donc, n'essayez pas de dire ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. Vous demandez tout et vous signalez bien qu'il y a un anticoagulant. Et nous, derrière, on va utiliser du charbon pour éliminer l'AOD. On a des moyens et on va interpréter surtout le résultat en fonction de l'anticoagulant. Donc, si votre antithrombine elle est à 140%, bah, c'est clair que même si le malade a de l'héparine, on pourra tout à fait interpréter son résultat. Voilà. Ça, on ne va pas le détailler parce que déjà, vous l'aurez. Donc, comme ça, si vous avez un jour un déficit en antithrombine, vous ressortez la diapo, puis vous arrivez à vous repérer. Et je l'ai fait pour la protéine C et la protéine S. C'est vraiment de dialoguer avec le biologiste et maintenant de plus en plus les déficits institutionnels, les CPS, ne pas juste au diagnostic moléculaire, permet de faire Et ça, vous pouvez le prendre en photo et vous aurez la diapo. Je pense que c'est le truc que vous pouvez avoir dans la poche. Si vous êtes perdu, vous pouvez vous référer à ce tableau. C'est assez pratique, je pense. Ça résume assez bien les interférences des anticoagulants. La thrombophilie acquise, très rapidement. Le syndrome des anticorps antiphospholipides, je n'ai pas fait un topo parce que c'est vraiment trop compliqué à expliquer rapidement. Grosso modo, on a une fréquence des anticorps antiphospholipides qui, vous voyez, évolue ici en une courbe en J, hein, qui est fréquente chez les patients qui présentent un événement thrombotique jeune et qui réapparaît après 60 ans, peut-être parce qu'il y a des anticorps antiphospholipides également paranéoplasiques. Vous voyez que la fréquence des anticorps antiphospholipides en population générale, ce n'est pas zéro, hein. On sait que sur une cohorte de donneurs de sang, par exemple, il y a environ 10% des prélèvements qui sont positifs pour au moins un anticorps antiphospholipide. Et on sait que quand on contrôle à distance ces anticorps antiphospholipides, souvent ils disparaissent et que donc ils ne sont pas responsables d'un phénotype prothrombotique. Et donc la fréquence des anticorps antiphospholipides, vous le voyez, quel que soit l'isotype, augmente avec l'âge. il y a notamment des patients avec beaucoup, très fréquemment des je sais qu'à un moment donné, il y avait un essai en cours qui essayait justement de voir si la persistance à 3 mois d'anticoagulants lupiques chez les patients avec des lymphomes. J'ai vu à un moment donné passer à un congrès le fait que c'était un essai qui était lancé. Est-ce qu'il y avait un risque thrombotique augmenté ou pas? Tu as la réponse ou pas là-dessus? Un essai dans les lymphomes pour savoir s'il y a
d'anticoagulant lupique persistant était un facteur, évidemment, et d'abord était un facteur de risque thrombotique particulier chez ces patients ou pas? Tu n'as pas l'information particulièrement. Pour le SAPL, vous savez que c'est l'association d'événements cliniques et d'anticorps, donc il faut bien penser à faire préciser à vos patients. S'ils ont des antécédents de thrombose, ça, généralement, ils vont vous le dire facilement, mais les fausses couches, elles en parlent un petit peu moins facilement, surtout quand elles ne viennent pas pour ça, et les complications obstétricales avec les retards de croissance ou les éclampsies, pré-éclampsies. Ça, c'est un Voilà, donc un petit cas clinique d'anticorps antiphospholipides. Julie, 40 ans, prise en charge pour une embolie pulmonaire sans thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Dans ses antécédents, on relève une grossesse en 2015 avec un poids de naissance à 2,5 kg, 2 semaines avant le terme, hypertension artérielle en fin de grossesse, puis 2 fausses couches précoces. À l'anamnèse, on a une dyspnée, une douleur thoracique qui évolue depuis 4-5 jours. Elle consulte aux urgences. On suspecte bien sûr une embolie pulmonaire. Les dédimères sont à 4000. L'angioscanner confirme la présence d'une embolie pulmonaire lobaire supérieure droite. Elle est prise en charge en ambulatoire, traitée par Xarelto. Rivaroxaban 15 mg x 2 par jour, 21 jours, puis 20 mg par jour, comme d'habitude. Puis elle est revue en consultation. Elle a eu un bilan de thrombose et on a un TP à 50%, un TCR à 1,36, un fibrinogène à 3,50 g par litre. La recherche d'anticoagulants lupiques montre un indice de Rosner à 18, un ratio normalisé du DRVVT, vous le voyez à droite ici, à 1,23, des anticardiolipines IgG à 39 unités et négatifs en IgM, et des anti-bêta-2-GP1 IgG à 25 unités. Comment? C'est la suite de la question. Non. Quel traitement anticoagulant vous prescrivez? Est-ce qu'on garde l'AOD? Pour l'instant, ça ressemble à quoi? Ouais. Et est-ce qu'on met des AOD dans le SAPL? Voilà, pas trop, sauf certaines situations. Donc, comment on fait pour s'en sortir? C'est quoi le risque là? Parce que ça, c'est une prise de sang qui a lieu en consultation, enfin, en ville. Non, le risque lié au résultat des examens là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut comment? Il faut les contrôler, mais il faut d'abord s'assurer de quoi? Comment? Bah, a priori, c'est le cas puisque elle est traitée actuellement. Donc, il y a probablement une interférence. Sur quel test ça peut interférer? Ouais. Sur quel test ça peut interférer? C'est facile, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, l'indice de Rosner, d'accord, et le DRVVT, puisque ces deux tests-là sont des tests de coagulation. Les autres, ce sont des tests de recherche d'anticorps, donc par exemple de l'ELISA, qui, bien sûr, pour lesquels n'ont pas d'interférence avec les anticoagulants oraux directs. Alors, les AOD sont formellement contre-indiqués quand c'est une thrombose veineuse si le patient est triple positif. Sinon, c'est recommandé de ne pas les initier, mais si, comme chez Julie, on découvre au cours du suivi la présence d'anticorps et que l'évolution initiale est correcte, on peut maintenir le traitement par AOD. Alors, donc ça, c'était en ville. Comme l'a dit Virginie, évidemment, à la Riboisière, on a la chance d'avoir des techniques un peu plus avancées qui permettent notamment de ne pas faire de relais pour pouvoir réaliser des tests d'hémostase ou de devoir interrompre le traitement anticoagulant par AOD. On contrôle la recherche d'anticoagulants lupiques après traitement de l'échantillon plasmatique par du charbon activé. L'indice de Rosner est cette fois à 13, c'est-à-dire inférieur à 15, on est rassuré. Et le ratio normalisé est à 1,17, c'est-à-dire inférieur à 1,20. Donc, c'est négatif, la patiente n'a pas d'anticoagulant lupique. Elle garde simplement des anticorps anticardiolipines IgG à 45 unités. On a décidé de maintenir le traitement anticoagulant par Xarelto chez cette patiente qui allait par ailleurs très bien. Le dépistage du cancer occulte. Donc, on est toujours dans la thrombophilie acquise. Vous voyez ici dans cette méta-analyse 2300 patients qui ont tous présenté un premier événement thromboembolique veineux non provoqué.
le pourcentage de diagnostic de cancer dans l'année qui suit l'événement thrombotique, vous voyez que bien sûr, il augmente avec l'âge, puisqu'évidemment, ça suit la fréquence l'incidence des cancers avec l'âge. Et donc, il va falloir probablement s'intéresser plus à ces patients-là pour rechercher spécifiquement un cancer. Il y a 2 grandes études qui ont été menées pour savoir s'il fallait réaliser des examens morphologiques systématiques après un premier épisode de maladie veineuse thromboembolique non provoquée. Une première avec un scanner systématique en plus d'un dépistage limité. Donc, vous voyez ici, le dépistage limité, c'était quand même un examen clinique. Souvent, on oublie d'examiner un petit peu les patients. L'hémogramme, l'ionogramme sanguin, la créatinine, le bilan hépatique et le PSA pour les hommes. Si on fait que ça, on découvre un cancer chez 29% de ces patients-là. Si on fait un dépistage en ajoutant à tout ça un scanner abdominopelvien, eh ben, on est à 26%, donc il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes. Ce qui était quand même étonnant dans cette étude, c'était la fréquence élevée de découverte de cancer au diagnostic. Donc, à partir de cette étude-là, on a dit que ce n'était pas nécessaire de faire systématiquement chez tous les patients un scanner thoraco-abdominopelvien. On a dit oui, mais peut-être qu'un PET scanner, c'est quand même encore mieux qu'un scanner. Donc, on a fait la même étude avec un petit peu moins de patients et un PET scanner. Et voilà, les résultats sont quasiment identiques. Donc, toujours un examen clinique, un tout petit peu de biologie, frottis-mammo. Et puis, dans le groupe avec PET scanner, on fait la même chose plus le PET scanner. On voit qu'au dépistage, on diagnostique peut-être un tout petit peu plus, mais ce n'était pas significatif, de cancer au début, donc au moment où on fait l'imagerie. Puis ensuite, ils ont regardé quel type de cancer ils diagnostiquaient. Dans les 2 groupes, c'est plutôt des cancers au stade précoce. Et on a ensuite suivi les patients pendant 1 an, on les a réexaminés, puis on les a revus 1 an pour savoir si un cancer avait été diagnostiqué. Et vous voyez qu'en fait, les cancers qu'on n'a pas diagnostiqués ici, on les récupère à la fin avec le suivi clinique, avec pas de différence de mortalité liée au cancer dans les 2 groupes. Donc, à partir de ces 2 études, pour un premier événement thromboembolique veineux, il n'y a pas de recommandation de réaliser de façon systématique un scanner thoraco-abdominopelvien, en dehors évidemment de symptômes évocateurs, ni de PET scanner. Évidemment, un malade qui présente plusieurs épisodes de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire ou qui a des symptômes atypiques qui ne sont pas en lien avec son embolie pulmonaire, celui-là, il faut qu'il soit exploré, y compris dès le premier épisode. Et ça, parce que sinon, ça ne va pas. Vous aurez le diapo. Il y a un cas de thrombose veineuse planchnique avec un SMP et un cas de thrombose veineuse cérébrale chez un malade avec une HPN. Moi, j'ai du mal, si l'événement est non provoqué, j'ai du mal à arrêter. Si c'est pas chirurgical, c'est rare. Après, moi, c'est des patients que je c'est rare. C'est pour ça qu'il faut limiter ces recherches, parce que si on commence à faire attendre beaucoup de papier, ça, c'est une recherche systématique chez tous les patients. Et, bien, avec le problème de très important. Moi, à choisir, je préfère que mes malades
Est-ce que tout le monde voit? On va dire que oui. Alors, on revient un petit peu en arrière pour les interactions médicamenteuses. Où là, justement, je vous ai parlé tout à l'heure des inhibiteurs substrats. Et ce qui compte en réalité, c'est les inhibiteurs ou inducteurs, mais les inhibiteurs puissants des cytochromes. Et vous avez donc le site Genevois qui peut vous donner des indications sur les interactions possibles. En pratique, il y a eu quelques publications plus récentes qui ont été des publications qui ont été réalisées, recensant un petit peu les médicaments qui sont significativement, qui vont augmenter de manière importante les concentrations. Donc ça, on en a déjà parlé, donc je passe. Pour vous, quand même, à prendre en compte, hein, les antifongiques, on l'a dit, certains antibiotiques macrolides. Donc les antifongiques azolés, autrement dit, on est vraiment coincé, hein, parce que ça interagit avec les AVK, avec les AOD en pratique, avec que les HBPM, que ça n'interfère pas. Là, vous avez quand même des interférences avec la clarithromycine, hein, et l'érythromycine, donc méfiance. Attention aussi avec la cyclosporine. Donc là, c'était avec le rivaroxaban, l'apixaban, le dabigatran, donc je passe. Et donc la question que me posait précisément Philippe, c'est sur les inhibes. Et alors là, c'est touchy, les inhibes, parce que vous voyez qu'en réalité, ça dépend des inhibes. Et donc, il y en a pour lesquels il y a franchement une interaction majeure, alors que d'autres, au contraire, l'interaction est minimisée. Et pour essayer de comprendre un peu mieux ça, il y a un travail qui a été fait, alors certes in vitro, mais qui a permis de comprendre un petit peu quelles étaient ces interactions des différents inhibes, soit en présence de rivaroxaban ou d'apixaban, avec donc sur des cultures de cellules surexprimant PGP. Et donc, ça a permis en réalité de classer les médicaments pour lesquels il y a des interactions fortes en rouge ou au contraire très faibles en mauve. Et donc, ça ne répond pas à votre question clinique. Donc, pour être pratique, d'une part, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, avant de parler des concentrations, je vais vous parler de la boîte à outils, c'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez donc ces deux sites qui sont très importants, qui est le premier, qui est celui de l'Université de Liverpool, dont vous voyez l'adresse en bas, avec d'ailleurs des spécificités pour certains patients, et donc pour vous, vous avez la case cancer. Et par exemple, vous voyez, ibrutinib, apixaban, eh bien, ça va vous indiquer, avec une biblio qui est très régulièrement actualisée, le fait qu'il y ait une interaction possible, un peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout d'interaction. Donc, en fait, nous, quand on nous appelle, on utilise ce truc-là qui est ce site-là, qui est vraiment très intéressant. L'autre site intéressant, et moi je fais toujours les deux parce que parfois les renseignements ne sont pas tout à fait les mêmes, ça c'est le site américain. Alors là c'est facile, c'est avec la carbamazépine, donc évidemment c'est un inducteur enzymatique fort, mais celui-là aussi, il est très important et encore une fois réactualisé avec les publications au fur et à mesure qui sortent. Donc avec ces deux outils, vous pouvez essayer de voir ce qu'il en est.
Alors, après, souvent, en fait, on vous dit c'est interaction forte, ça veut dire que quand même, il faut éviter. Modéré, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, c'est là où on peut peut-être éventuellement proposer pour des malades pour lesquels on n'a pas vraiment de solution de mesurer les concentrations plasmatiques, mais attention à quel moment et comment faut-il interpréter le résultat. Et donc, d'abord, ce que l'on connaît, en fait, c'est des concentrations observées. Et ça, c'est dans une publication de thrombosis hémostasis publiée par l'ICSH. Et vous voyez les intervalles de concentration observés dans les essais cliniques. Observés, ça veut dire pas forcément attendu pour votre malade, mais enfin, ça vous donne une idée de savoir où le situer. Et ces concentrations, voyez, ont été d'une part mesurées en résiduel, trough, donc en résiduel, c'est-à-dire juste avant la prise, ou bien au pic. Mais au pic, comme vous avez vu, ça peut être 2 heures, 3 heures, enfin voilà. Retenez 2 heures ou 3 heures. Après, vous n'êtes jamais vraiment certain d'être au pic. En résiduel, vous êtes certain d'être en résiduel. Donc, la mesure en résiduel est plus fiable que celle au pic. Et comme ça vous permet de situer votre malade et ça peut être utile justement si, à la condition d'avoir bien respecté, si vous donnez la comédication, hein, que on soit bien à l'état d'équilibre, c'est-à-dire après au moins 5 demi-vies du médicament. Donc là, donc là, en l'occurrence, il y a les concentrations pour les malades en FA, pour les malades avec MTEV, pour l'apixaban, pour le rivaroxaban et pour le dabigatran. Voilà, avec aussi la notion que il y a la notion aussi d'ethnie qui évidemment là n'est pas prise en compte parce qu'on n'a pas toutes les données. Et ensuite, après, c'est bien gentil de dire on est en dessous et au-dessus, mais on en fait quoi après? C'est-à-dire comment vous allez adapter la posologie d'AOD, ce n'est pas forcément évident. Si tu veux ajouter, toi, pour certains malades. Non, c'est effectivement de vérifier ça. Après, ça dépend du risque. Ça dépend si on cherche un risque hémorragique, un risque thrombotique. Et effectivement, ce n'est pas des intervalles d'efficacité. Donc, il faut vraiment rester très critique vis-à-vis de ça et effectivement limiter à ces situations où l'interaction est peut-être modérée ou alors que c'est des patients qui reçoivent plusieurs médicaments avec interaction modérée, parce qu'il y a ça aussi, ce n'est pas toujours une seule molécule, c'est parfois plusieurs, que là, on peut céder. Et si vraiment on sort du cadre, ça peut quand même être un argument pour dire, bon, bah, tant pis, parce que ça reste quand même des très bons médicaments, les AOD. Ça réduit le risque hémorragique des patients, etc., par rapport aux autres anticoagulants et notamment aux AVK. Donc, ça reste un énorme bénéfice pour les patients. Donc, c'est pareil, il faut aussi argumenter pourquoi on n'a pas mis cette molécule-là plutôt qu'une autre. Et ça peut être un argument, notamment pour ne pas utiliser ces AOD dans certaines situations. Voilà, alors il y a juste une situation clinique qu'on n'a pas traitée du tout. Là, c'est les thrombopénies induites par l'héparine, mais je dirais que ça, il faudrait encore pas mal de temps parce que c'est un sujet en soi. Donc, je vous ai préparé des diapositives que vous pourrez comme ça consulter, avec notamment les références récentes sur le sujet. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est à chaque fois, alors d'abord de bien surveiller vos patients, c'est-à-dire HNF, c'est forcément 2 fois par semaine pendant les 4 premières semaines de traitement et une fois et ensuite régulièrement, car ces thrombopénies induites par l'héparine, elles surviennent vraiment entre le 5e et 21e jour de traitement, et avec l'HNF, risque 10 fois plus élevé. Avec les HBPM, vous savez que maintenant, la surveillance des plaquettes n'est plus systématique, mais à la fois vous, comme vous donnez beaucoup de médicaments cytopénions, de toute façon, vous avez régulièrement des hémogrammes. Mais les HBPM, la surveillance est restée systématique uniquement pour les situations en post-chirurgicale et ou post-traumatique, c'est-à-dire typiquement le plâtre, mais sinon, elle n'est plus systématique. Donc, et notamment, heureusement, hein, puisque chez vos patients, notamment avec néoplasie et HBPM au long cours, heureusement qu'on ne leur inflige plus des surveillances de numération plaquettaire régulières. Voilà, donc vous aurez un petit cas clinique aussi dans les diapos backup.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour finir là ou pas? Ça y est, vous êtes endormi, vous avez très faim. Est-ce que ça vous avez appris des choses ou que ça vous a conforté parce qu'en fait, manier soi-même les anticoagulants, je parle aux plus jeunes, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir appris dans les livres, d'avoir vu faire, d'avoir etc. Quand on est confronté aux situations pratiques en direct, c'est là que c'est complexe. Il faut vraiment pas hésiter à appeler vos hémostasiens quand vous avez des difficultés, notamment vos seniors et les hémostasiens. Et toutes les situations ne sont pas simples, vous l'avez vu. Ne pas hésiter de discuter de ces cas également au RCP. On en a une, donc hémorragie thrombose entre Saint-Louis et la RIB. Et puis, il y en a une autre à Saint-Louis à laquelle tu participes aussi, qui est plus cancer et anticoagulant et cancer. Voilà, c'est bon? Bon, ben voilà. Écoutez, la matinée est terminée. Alors, vous aurez cet après-midi Bérangère Joly, qui est MCUPH et biologiste, et on continuera le binôme clinicien-biologiste. Et la raison pour laquelle ce aurait peut-être été plus logique de commencer par les hémorragies, c'est que Nathalie Itzard avait sa consultation le vendredi matin et donc c'était plus facile d'organiser ça dans ce sens-là. Voilà, bah écoutez, merci pour votre participation active, ça faisait plaisir. C'est 14h la reprise avec Bérangère et Nathalie.